Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être venus à notre présentation sur CQRSES. On a beaucoup de choses à dire, donc on va essayer d'être un petit peu rapide. Donc, pour se présenter, donc moi c'est Aurélien Boudou, je suis dans la tech depuis environ 25 ans, plus récemment en freelancing depuis 10 ans. Et pour CQRSES, c'est très simple, je l'utilise en production depuis 5-6 ans et voire je l'utilise tout le temps. Voilà. Et pour ma part, moi c'est Romain Berton, je suis développeur depuis une douzaine d'années, 4-5 ans d'expérience avec CQRSES. Aujourd'hui je bosse dans une boîte qui s'appelle SuperIndep, qui sort les auto-entrepreneurs de leur traquet administratif, et on a un service qui est implémenté en l'occurrence avec ce pattern. Ok, alors cette présentation elle s'adresse quand même à des gens qui connaissent déjà le pattern, au moins qui l'ont entendu, qui l'ont vu pratiquer, même si c'est un peu le début. Mais quand même, pour éviter de vous perdre, on va un peu rappeler les bases, voilà, pour raccrocher un peu tout le monde si les débutants se seraient un peu perdus. Donc pour ça, on va faire une petite analogie sur le fonctionnement de la justice. Donc je ne sais pas si des gens parmi vous ont déjà eu des problèmes avec la justice. Mais la justice, comment ça fonctionne? On a en fait un demandeur qui va faire une demande à la justice. Et cette demande, elle va être transmise à un juge. Et le juge, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher dans votre casier judiciaire et il va s'appuyer en fonction des lois et de ce qui s'est passé dans votre casier judiciaire et de la demande aussi. Il va prendre une décision. Sauf qu'une fois que le juge il a pris cette décision, c'est pas lui qui va aller vous mettre en prison. C'est pas lui qui va aller chez vous saisir vos meubles. Non, le système, il ne marche pas comme ça. Ce qu'il fait, il va émettre un jugement. Ce jugement, déjà, il va être inscrit dans votre casier. Ensuite, il va partir au greffe qui va se charger de diffuser la décision. Et ce sont des acteurs externes qui vont appliquer la décision dans le réel, qui vont venir chez vous saisir vos meubles, qui vont vous mettre en prison, etc. Donc on a vraiment une décorrélation entre les deux événements. Donc est-ce que tout le monde a bien compris à peu près ce schéma ? Oui. Eh bien, vous changez juste le vocabulaire et vous avez tout compris au pattern CQRS Sourcing. Donc nous, ce qu'on va vous parler, c'est on a un utilisateur qui va vous envoyer une commande. Ce commande, il est pris par un command handler qui va utiliser un agrégat. L'agrégat, c'est le juge. Et cet agrégat, il va aller chercher un event store, donc un stream, c'est-à-dire un flux d'événements qui représente en gros votre casier judiciaire. Et en fonction des règles métiers, qui peuvent changer très souvent, et ben il va prendre une décision. Sauf que l'agrégat, c'est pas lui qui va l'écrire dans la base de données, c'est pas lui qui va envoyer un mail, comme on le voit en traditionnel. Lui, il envoie un événement. Et cet événement, il va être en fait dispatché, capté par un event handler, et c'est ces event handlers qui, eux, vont créer ce qu'on appelle les effets de bord, c'est-à-dire qu'ils vont aller voilà, écrire dans la base, voilà, faire ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, par contre, moi, il n'est pas rare que, quand j'arrive dans des sociétés, on a des architectes qui confondent un peu event sourcing et event driven. Alors, c'est vrai qu'on a le mot event, donc on peut se dire que c'est la même chose, mais on va voir qu'en fait, malgré qu'il y a des similitudes, on a quand même des différences très, très importantes. Déjà, en event driven, on a nos composants du système qui vont effectivement communiquer par des événements. Et ces événements, ils vont déclencher des autres actions dans le système. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se concentrer sur de la communication pour découpler nos éléments. Alors que quand on va faire de l'event sourcing, on va plutôt avoir une approche, on va vouloir faire de la persistance de données, c'est-à-dire qu'on va vouloir que nos données pouvoir retrouver l'historique, et on va se concentrer vraiment sur la capture de l'historique complet de ce qui s'est passé dans notre système. Ce qui veut dire que donc on a en gros des principales différences sur 3 aspects. Déjà sur l'objectif, parce que l'event driven, ça va concerner plutôt la communication, alors que dans l'event sourcing, on va plutôt avoir des problématiques de persistance, et c'est plutôt de ça dont on va parler. Sur la portée, l'event driven, en général, ce sont surtout des architectures globales qu'on va essayer de mettre dans tout un système pour que tout le monde puisse communiquer. Alors qu'en event sourcing, c'est vraiment une stratégie de stockage. Et par rapport à l'état, en event driven, on ne va pas stocker nécessairement l'historique complet, alors que dans l'event sourcing, c'est très important de stocker ça parce que c'est ça notre source de vérité. Et l'un des petits reproches que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de gens, à partir de l'event driven, qui vont capturer des bouts d'événements, mettre dans des logs et tout, pour essayer de reproduire tous les bienfaits exceptionnels de event sourcing. Mais vu qu'on n'a pas de source de vérité très claire, souvent ça part un peu dans le chaos, quoi. Alors, pour étayer un petit peu le propos,
Je vous ai préparé 3 cas que je vois très souvent. Donc voilà, il y a des gens qui disent « Ah, moi je veux faire du microservice ou du SEA avec event sourcing. » Ok. Alors dans ce cas, c'est très bien. Par contre, il ne faut surtout pas que vos événements ils fuitent vers l'extérieur, parce que les événements en event sourcing, c'est un détail d'implémentation, ce n'est pas un moyen de communication. Si vous voulez faire ça, il faut que vous ayez une couche supplémentaire qui va vous faire un mapping entre des events et ce que moi j'appelle des messages. Ça peut ressembler à un event, la seule différence c'est que c'est un contrat que vous allez mettre avec l'extérieur qu'il va falloir maintenir dans le temps, alors que les événements, ils peuvent être amenés à bouger, etc. Et ça, il ne faut surtout pas les faire fuiter. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est je voudrais faire de la répartition de charges sur plusieurs instances. Très bien. Event sourcing, ça n'a rien à voir avec ça. Si tu veux faire de la répartition de charges, il y a suffisamment de talks qui parlent de ça. Donc tu peux aller voir du load balancing, du Kafka, du CQRS, mais event sourcing est complètement hors scope. Et le dernier cas, qui est assez intéressant, on va dire l'exception qui confirme la règle, c'est, imaginez, vous voulez faire de la répartition, du multisite de réplication. Et dans ce cas, on est vraiment dans un cas, on va vouloir diffuser notre persistance. Donc on va pouvoir s'autoriser effectivement à diffuser nos vrais événements à travers un broker afin que nos sites puissent se synchroniser. Et comme on est en event sourcing et qu'on a l'historique complet de tout ce qui se passe dans le système, on va pouvoir choisir des stratégies par exemple de réconciliation en cas de conflit. Et ça rend les choses quand même super pratiques. Alors, du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, on va faire un premier contact. Ce qui est juste important de souligner, c'est qu'on n'est pas là pour vous convaincre de faire du Secure SES. On va juste plutôt vous parler des problématiques que vous allez rencontrer si vous en faites. On n'est pas là pour vous convaincre d'en faire. Donc je te propose, premier contact. Moi, je suis super chaud, on va essayer d'en faire un. Mais on va quand même prendre un peu le temps. On ne sait pas trop, c'est pas trop frais. On va faire un POC, je te propose. Ouais, on va peut-être se calmer un peu. On va faire un petit POC gentil. Donc ce que je te propose, mon petit Romain, vu que tu es jeune, on va quand même y aller doucement. Ouais. Donc, allez, je te propose, on fait un petit logiciel. On va vouloir enregistrer un utilisateur. Voilà, donc un input. Hop, je mets un email. Génial. Ensuite, on va indiquer si l'email il existe déjà. Et s'il existe, bim, on refuse l'inscription. Ouais, un petit truc métier, quoi. Ouais, un petit truc métier quand même. Et sinon, on crée l'utilisateur, puis on l'affiche dans une liste, quoi. Franchement, easy. Ouais, ça devrait le faire. 10 minutes. 5. Impeccable. Allez, c'est parti. Donc là, on met en place notre event store, comme on a vu un peu au début. Ça va, ça se passe bien. Ensuite, concevoir des events. Il y a combien d'events là ? Un event, allez. User registered. Oh là, user registered, génial. Ok, super. Alors là, notre event handler, là, qui va capter le truc, on met à jour notre petite base de données pour qu'on puisse... la liste. C'est tellement simple, c'est tellement simple. Command handler. Ouh là là, ça commence un peu à être la merde là. Ça passe, on fait un agrégat, c'est bon. Ouais. Par contre, comment je vérifie l'unicité de l'email là Comment ça se passe là? Je sais pas. Non, je sais pas, c'est toi l'expert là, comment ça marche? Okay. Attends, on va aller voir sur internet là, parce que la communauté là, elle est super active. Ouais, alors elle dit quoi la communauté? Alors la communauté, elle dit déjà, faut pas prendre de décision basée sur le read model. Donc pas de modèle, donc on va pas chercher dans notre liste. Donc je peux pas les taper dans la base là, tu sais, type select étoile là, non? Elle dit quoi? Non, je crois qu'il faut aller chercher dans les streams d'événements, c'est ça? En fait, je crois qu'il faut reconstruire un état en rejouant tous les événements. Ok. Ouais. Là, je le sens pas là, parce que attends, comment ça va se passer quand le nombre d'utilisateurs il va augmenter, par exemple? Ça va faire plus d'événements. Plus le nombre de on va devoir rejouer de plus en plus d'événements, ça va devenir un petit peu l'enfer. Et puis quand on va avoir des règles un petit peu plus reloues, genre je supprime un compte, donc je peux en recréer un ou pas. Ça va vite devenir n'importe quoi. Etc. Ouais, puis juste déjà en termes de charge, ça va être compliqué, quoi. Ouais, alors que moi j'avais imaginé là un bon select one from user, tu vois. Bon. Compliqué. Écoute, moi j'ai cherché, j'ai passé toute ma nuit à chercher. Ouais, en fait c'est pourri ce pattern. Allez, fait un article de blog pour dire que ça marche pas, quoi. Donc impec. Merde. Ça passe ou pas? Excusez-nous, un bug. Hop. Voilà.
du coup, ce qu'on vous invite à faire, c'est à penser un peu au-delà des dogmes. Donc là, on vous a présenté un peu le cas, si on prend les règles au pied de la lettre, vous voyez bien qu'on a une tension sur le pattern en lui-même. Mais en fait, si on lit un peu entre les lignes, on constate plusieurs choses. C'est déjà pourquoi on veut absolument se baser sur un modèle de lecture. Ce qu'on peut envisager, c'est de se dire pourquoi on ne pourrait pas même avoir une projection dédiée uniquement à l'écriture. Par exemple. Tiens, attends, je vais prendre le... Donc en gros, de ce qu'on vous parle, on a un utilisateur. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut lire un formulaire. Pour lire son formulaire, il va aller chercher dans une table de lecture dédiée à ça. On est dans le partie query. Et cette partie query, donc, elle a une base de données, on va dire, dédiée à ça. Une fois qu'il va faire une action sur ce formulaire, bum, je vous rappelle, on est en CQRS. Donc on va envoyer une commande. Cette commande, elle va être prise par un agrégat. Cet agrégat, il va émettre un événement qui va être inscrit dans une base, qui peut être la même base physique, mais voilà, logiquement qui est séparée. Elle va être ensuite diffusée. Et une fois qu'elle est diffusée, c'est un acteur externe qui va remettre à jour notre vue. OK ? Nous, on se dit, alors là, il faut que je prenne une décision, mais sur l'ensemble des événements de tout mon système. Comment je vais faire ? Premier réflexe, je vais aller voir dans mon modèle de lecture directement. Sauf que ça, on vous dit, il ne faut pas le faire. Alors ça, c'est dérangeant, mais si on vous dit ça, c'est qu'il y a de très bonnes raisons. La première, c'est qu'on peut avoir un concept qui s'appelle l'eventual consistency. Ça veut dire qu'on peut avoir une désynchronisation entre le moment où on va faire l'action et le moment où la vue va être mise à jour. Mais ça, à limite, on pourrait se dire, on se met en synchrone et puis basta. Moi, le problème, à mon sens, le problème principal, c'est que le modèle de lecture, il doit être, on en parlera plus tard, il doit être optimisé pour d'autres fonctionnalités, pour d'autres besoins, notamment des vues, des choses comme ça, et donc c'est amené à bouger. Donc on ne va pas faire ça, parce que sinon on va créer un couplage entre notre partie commande et notre partie query. C'est pas trop l'objectif. Du coup, Romain, comment tu vois les choses là ? Du coup, ce qu'on peut se faire, c'est on peut reprendre un peu la philosophie du read model, mais on va l'appliquer côté commande. Donc l'idée, c'est d'avoir une table qui va lister uniquement nos emails, et puis on la garde de manière synchrone avec notre event store, donc dans le même périmètre transactionnel. Et puis quand vous voulez insérer un nouvel email, vous pouvez aller vérifier dans cette table est-ce que oui ou non il y a cet email là, et même si vous utilisez un GBD, il y a même un petit twist, une autre façon de faire. Ça va vous dire vous avez votre table, vos emails, contraint d'unicité dessus. Au moment où vous appelez l'agrégat pour dire « Ok, je crée un nouvel utilisateur », vous allez insérer cet email dans votre table, donc soit depuis le command handler, soit en projetant votre événement. Et dans votre périmètre transactionnel, au moment où vous faites un commit, si vous avez violé la contrainte d'unicité, vous prenez une exception et puis c'est terminé. Du coup, voilà, je pense que ça résout le problème. C'est pas... Ça résout le problème. Tu n'oublieras pas ton micro. Donc voilà, donc ça c'est un peu un cas, un exemple pour montrer le genre de problématique à laquelle nous on s'est frotté en production. Et on ne va pas vous faire la liste de tous les cas qu'on a rencontrés parce que ça serait beaucoup trop long. Par contre, on a un peu listé les heuristiques qui nous paraissent importants et on va un peu vous présenter des thématiques et vous expliquer un peu nos approches pour y répondre. Alors, petit point important, nos divergences. Parce qu'on s'est dit, quand on a eu l'idée de ce talk, on s'est dit « Ah, c'est trop bien, avec des expériences différentes, on est d'accord sur plein de points, faisons un talk ». On a été accepté. Et en préparant le talk, on s'est dit « Ah, c'est génial, on n'est pas d'accord sur plein de points ». C'est un peu dommage. Alors, plutôt que de s'écharper pour savoir qui a raison, qui a tort, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des cas d'usage qui sont différents. Donc moi, j'utilise ce pattern pas partout, en vérité, je l'utilise que dans les cas où on a un métier, où on a des cycles de vie définis, où ça nous paraît pertinent. Là où toi, Aurélien, tu me corrigeras si je me trompe, toi, tu l'utilises dans un contexte beaucoup plus exploratoire, donc de manière plus systématique. Exactement. Alors, effectivement, on va vous parler de tous les problèmes qu'on a rencontrés, mais sachez que moi, je l'utilise par défaut, parce que je travaille directement avec des utilisateurs qui ne me ménagent pas du tout. À un moment, il faut faire le café, après, il faut faire le thé, après, il faut faire un banana split. Et Event Sourcing m'apporte vraiment une vraie souplesse pour ça. Et tu gardes une notion d'historique qui te permet, en cas d'erreur, de rattraper les bêtises. Et du coup, voilà, en fait, ça a une conséquence, c'est qu'on a des approches techniques qui vont être différentes pour répondre à nos différents besoins. Alors, du coup, première grande thématique, ça va être le stockage des événements. Implémenter votre Event Store. Comme dans tout logiciel de gestion traditionnel, la première question à laquelle il faut savoir répondre, c'est quelle base de données. Non, vous ne faites pas ça, vous ?
nous non plus. Donc, selon nous, en vérité, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez avoir plein de stratégies différentes, du fichier plat, des GBD traditionnels, des technologies spécialisées. Je pense à Evenstore, par exemple. À titre personnel, actuellement, je travaille avec du Postgre. Toi, Aurélien, c'est du fichier plat en prod, directement. Direct. Voilà, pas de souci. Un aspect plus intéressant, par contre, c'est comment vous allez structurer la donnée dans votre Evenstore. Donc, bon, là, une requête en Postgre, mais histoire que vous ayez un peu une représentation de la chose. Une structure minimale, ça pourrait être ça. Vous avez un ID pour votre agrégat, donc votre stream, votre historique d'événements, et vous allez avoir ce qu'on appelle un sequence number, donc pour savoir l'ordre de l'événement dans le stream, enfin où se situe l'événement dans le stream, et après le payload avec la donnée, et puis éventuellement des infos comme un timestamp. Vous voulez absolument une contrainte d'unicité sur votre paire aggregate ID sequence number. Ça vous permet de garantir qu'il n'y a pas de collision, en fait, qu'il n'y a pas dans votre stream, donc vous n'avez pas de conflit de version, etc. Par contre, un petit tips, n'ordonnez jamais vos événements à partir d'un timestamp. Jamais. Parce qu'en fait, si la base de données elle tourne sur une machine et que cette machine elle a un problème, son horloge elle est désynchronisée, en fait, vous allez enregistrer un événement à un mauvais moment en termes de date enregistrée. Et potentiellement, quand vous allez vouloir reconstruire votre stream d'événements, vous allez avoir un problème, vous n'allez pas être capable de retrouver le bon ordre. Ça a des vraies conséquences. Une structure un peu plus pratique, elle est assez similaire à celle que je viens de présenter juste avant. C'est juste que notre aggregate ID, on peut venir l'enrichir, on peut venir associer un contexte, un type d'agrégat, etc. Et vous pouvez notamment adosser, par exemple, au contexte un tenant, typiquement un ID d'utilisateur. Et puis après, vous allez toujours avoir votre index unique, contexte, aggregate name, aggregate ID, sequence number. Donc ça a plusieurs intérêts. Quand vous commencez à manipuler des gros volumes, avec l'arbre binaire tel qu'est foutu votre SGBD, en fait, vous n'avez pas de problème de perf, ça continue à dépoter, même si vous avez X millions de lignes dans votre table. Ça a des avantages en termes de sécurité. Si je vous donne un aggregate ID, mais que je n'ai pas le bon tenant, je ne vais pas aller charger les données de l'utilisateur d'à côté. Et ça peut avoir des intérêts aussi en termes de RGPD. Si un utilisateur, un jour, il débarque en disant « j'aimerais que vous supprimiez toutes mes données », en fait, vous êtes capable d'isoler immédiatement tous les streams d'événements associés à cet utilisateur et vous pouvez les dégager. Il n'y a pas de souci. Enfin, dernier type, dans les structures que je vous ai montrées, il n'y a pas le type de l'événement. Il n'apparaît pas. Parce qu'en fait, nous, on considère, en tout cas on fait comme ça, on encode le type de l'événement que vous manipulez directement dans le payload. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que l'information vous intéresse, c'est au moment où vous sérialisez et désérialisez. En dehors de ça, a priori, vous n'avez pas besoin de requêter dessus. Et justement, vu qu'on parle de sérialisation, désérialisation, donc là on vient de parler du stockage des événements, c'est-à-dire en gros, où est-ce qu'on va les placer physiquement et sous quel format. Mais maintenant, on va parler de comment la stratégie de sérialisation. Donc, comment aussi on va gérer la migration, ce qui est en général le parent pauvre, enfin le truc que personne ne pense jamais et où on se vautre comme des loutres. Donc, une petite anecdote par rapport à ça. Une fois, j'arrive sur une mission faite en CQRSES qui gérait un très gros système pour des fiches de paye, plus de 4 millions de fiches de paye par mois. Sauf que l'architecte qui avait mis en place ce truc était fan de Zelda et il avait nommé tous les projets avec les noms de Zelda. Diamot, Link, il y avait une vingtaine de projets. C'est pas ça. Donc on comprenait rien et je leur ai dit on va renommer. Donc on a renommé un premier projet, on a lancé le truc, explosion. Et en fait en analysant, qu'est-ce qui s'est passé ? La stratégie de sérialisation, une fois de plus, avait été complètement éludée et donc tous les événements étaient sérialisés directement avec le namespace, le nom du type. Donc si on changeait, vu qu'on avait changé le nom du projet, ça avait changé le nom du namespace, il n'y a rien qui marchait. Sauf qu'en plus, tout était chiffré dans la base parce que c'était des données de paye, machin. Enfin, c'était un boxon. On est devenu barjot. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter, nous, 3 stratégies par rapport à cette stratégie de sérialisation. La plus commune, enfin celle que vous allez apprendre si vous vous intéressez au sujet, ça va être la première, ça va être celle du versionning. Donc, le concept, c'est quoi ? C'est on va donner une version par événement. Et quand on va modifier un événement, ça va impliquer de créer une nouvelle version. Alors ça peut se faire sous différentes manières, soit une nouvelle classe, soit
un petit if avec un numéro de version. Bref, il y a différentes façons de l'appliquer. Mais en gros, l'application doit toujours savoir lire les anciennes versions. C'est ça le concept. Donc en gros, en avantage, on n'a pas de migration quand on va remodifier des événements. Il n'y a aucune migration à faire dans la base. Et on n'a pas de nécessité en gros de sérialisation custom, enfin d'avoir des sérialiseurs spécialisés. Par contre, en inconvénient, comme on doit rester compatible en permanence et de partout, il va falloir appliquer de la logique, et ce, dans toutes les couches de votre appli. Donc si vous avez un événement qui a la 65e version, je vous laisse imaginer le switch case, c'est pas possible, quoi. Et surtout, il va falloir garder toutes les classes. Donc si vous êtes un peu comme moi, vous partez en mode YOLO, vous savez pas trop où ça va, vous êtes certain que vous allez avoir beaucoup de versions qui vont arriver parce que voilà, vous allez vous tromper très souvent. Donc en gros, le compromis là-dedans, c'est OK, est-ce que cet ajout de complexité est acceptable en vue du nombre de versions qu'on va produire? Si par exemple, je veux faire un logiciel, il a déjà été fait, on sait qu'il marche, on sait que son périmètre, il est assez restreint, mais je veux le faire en event sourcing parce que j'ai déterminé que c'était le bon pattern et que voilà, il y a une dizaine d'événements. On est dans un contexte où le métier est assez stable, on peut se permettre de partir là-dedans. Ouais, la seconde stratégie, celle que moi je privilégie aujourd'hui, c'est la stratégie de la migration. Donc l'idée est toute bête, hein, c'est comme sur un SGBD classique, hein, vous modifiez le modèle, le schéma de votre événement, en fait vous allez migrer tous les payloads que vous avez déjà en base de données. Donc ça c'est un avantage, c'est que vous gardez un code clair, vous n'êtes pas en train d'accumuler des versions que vous allez devoir maintenir, savoir lire partout où vous consommez des événements. Du coup, vous avez une complexité qui est contenue. Vous n'êtes pas en train d'ajouter du code supplémentaire pour vos versions d'événements. Et puis, vous n'avez toujours pas besoin de sérialiseur custom. Par contre, ça a un inconvénient, c'est que migrer sur une base de données, ça peut être pénible. Mais alors, migrer du JSON ou je ne sais quel format sur une base de données, ça peut être très pénible. Quand vous ajoutez des nouveaux champs aussi, il faut considérer des cas, en vérité. Est-ce que je considère que la donnée, je ne la connais pas, tant pis, je mets null, j'accepte. Est-ce que c'était un cas métier par défaut? Donc implicitement, je savais que c'était ce cas-là, donc je peux venir ajouter ce cas-là partout. Ou est-ce qu'on est capable de recalculer une nouvelle valeur à partir du reste du stream? Et cette stratégie-là, en vérité, les puristes, ça les fait un peu tiquer, parce que ça va un peu à l'encontre de la philosophie même d'event sourcing, de se dire on ne touche pas au passé, le passé c'est le passé, c'est ce qui s'est produit, on ne modifie pas. Et du coup, le compromis là-dessus, en fait, c'est de se poser la question, est-ce que je peux migrer? Donc ça va m'éviter un surcoût par de l'ajout de complexité avec le versionning, mais en même temps, est-ce que ça ne va pas arriver trop souvent au point que je perde tout mon temps à passer mon temps à migrer mes schémas? Donc voilà, il faut avoir ce juste milieu entre je vais régulièrement modifier mes événements, mais je ne vais pas trop régulièrement en faire non plus. Et si vraiment vous changez vos événements constamment, tout le temps, là on tombe plutôt dans la troisième stratégie, celle d'Aurélien. Voilà, la stratégie que moi je privilégie en général, donc c'est la stratégie du mapping. Donc en quoi ça consiste? C'est on ne va pas stocker directement en fait dans le payload, comme on vous dit depuis le début, comme qu'on est plein de contradictions nous aussi. Donc on ne va pas stocker directement le type, mais on va plutôt stocker un alias. Et le plus souvent, ça va être un numéro qu'on va incrémenter un peu à la main. Et le but, c'est vraiment de découpler le code, enfin le nom qu'on a dans le code, du nom qu'on a dans le payload. Donc en fait, les avantages de tout ça, c'est qu'on n'a aucune migration qui est nécessaire en cas de modification simple. Donc si vous devez renommer des classes, déplacer des classes, ajouter des champs, renommer des champs, en gros tout ce qu'on fait dans 90% des cas, on n'a rien à faire. Et ça va nous permettre de garder un historique intact. Donc là, je vous ai mis un petit bout de code, je vous promets, il n'y en aura qu'un, pour vous montrer un petit peu le délire là. Donc ici, on voit par exemple, on a mis un attribut avec un numéro, donc ça c'est ce qui va être inscrit dans le payload. Et en plus là, c'est un type qui a été migré. On voit qu'il y avait un prix journalier d'une usine qui s'appelle Mesh, mais on a voulu rajouter plusieurs usines un peu génériques. Donc on a renommé la première, donc c'est pour ça qu'on a mis une JSON property, plus on a rajouté des trucs et on a géré les cas des valeurs par défaut. Donc comme vous venez de le voir, l'inconvénient de tout ça, déjà on a un payload qui n'est pas très lisible en état, c'est-à-dire que si vous allez dans l'Event Store, c'est un peu bienvenue dans la matrice.
Ça va vous nécessiter un sérialiseur un peu custom pour le mapping, parce que, alors je vous dis pas de créer votre sérialiseur, mais par exemple si vous utilisez en .NET Newtonsoft, il y a des mécanismes qu'il va falloir mettre en place pour gérer ce mapping. Et votre événement, il peut être pollué par des attributs de sérialisation. Comme on a vu avant, bah voilà, faut mettre un peu des attributs. C'est vrai que les puristes, ils aiment pas bien ça, un peu mélanger les deux choses, mais bon. Et par contre, si la structure de l'événement change totalement, bah là, il faut rebasculer en stratégie de versionning. Et je dirais même que bah, si la structure a totalement changé, c'est peut-être qu'on a affaire à un nouvel événement en fait. Donc c'est pas plus mal. Voilà, donc le compromis, c'est bah, est-ce que la mise en place de tous ces mécanismes de sérialisation, etc., est-ce que c'est compensé par le nombre de migrations qui vont être évitées? Donc par exemple, si vous êtes dans mon cas, dans des contextes exploratoires, vous savez que ça va bouger tout le temps. Effectivement, ce sérialiseur, un petit peu, bah, vous allez l'écrire une fois, donc vous allez pouvoir après capitaliser dessus. Par contre, après, tout ce qui est renommage, déplacement, c'est presque gratuit. Donc c'est pour ça que j'adore ce truc. Donc là, on ferme un peu le chapitre qui était lié à tout ce qui était stratégie de sérialisation et de migration, parce que les deux, on a vu, sont assez liés. Et là, on va passer, je pense, au gros du sujet, en fait, c'est tout ce qui va être question de granularité et de design des événements. Ça, je pense, c'est la problématique principale que vous allez avoir tout au long de vos développements. Et c'est sans doute, je pense, à titre personnel, une des choses les plus difficiles à faire avec Event Sourcing. Alors, déjà, je vais dire de manière explicite quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, mais de manière peut-être plutôt implicite. Un agrégat, il émet un événement, mais l'agrégat, il n'est pas propriétaire d'événement. Cet événement, il appartient à son contexte, le contexte dans lequel il vit. Ce que j'entends par là, c'est votre agrégat, il émet un événement, mais derrière, cet événement, il est consommé par d'autres acteurs pour appliquer les effets. Du coup, quand vous voulez designer un événement, il faut raisonner en termes d'effets. Donc, je n'ai pas une recette magique à vous proposer, mais plutôt des idées pour vous orienter. Donc des effets, ça va être quoi? Ça va être mutation, changement d'état d'un agrégat, ça va être des mises à jour de modèle, et ça peut être tout autre effet de bord dans votre système. Envoyer des mails, enregistrer des fichiers, lancer des processus asynchrones, etc. Vous voulez favoriser des événements, dans la mesure du possible, des événements autonomes. Alors, ce que j'entends par autonome, c'est des événements qui comportent toutes les informations nécessaires pour être appliquées. Vous ne voulez pas avoir à recalculer de la donnée au moment où vous recevez votre événement. Donc, dans l'agrégat, typiquement, si vous manipulez de la facturation, par exemple, vous ne voulez pas stocker uniquement le hors-taxe. Vous voulez aussi stocker la TVA associée, le TTC. Parce que si, par exemple, votre règle métier elle change, vous êtes embêté. Vous n'êtes plus capable de retrouver le TTC parce que votre TVA a évolué. Dans les event handlers, là aussi, vous voulez avoir toutes les données dans la mesure du possible. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, vous avez des données que vous n'avez peut-être pas envie d'event sourcer, des credentials, des choses comme ça, ou par exemple, votre agrégat, il a déclenché un effet, mais votre effet, derrière, il manipule un scope de données qui est beaucoup plus large que celui de l'agrégat. Donc, vous allez être obligé d'aller chercher les données ailleurs. Donc ça a une conséquence, par contre, c'est que, comme vous voulez des événements autonomes, vos événements déclenchent des effets, vous pouvez avoir besoin d'une même donnée dans plusieurs événements. Ça, c'est parfaitement OK. Vous pouvez dupliquer de la donnée, la mettre dans plusieurs événements, ce n'est pas un souci. Donc, ne voyez pas ça comme un blocage. Je vous ai parlé d'effets, mais il faut aussi penser intention. Donc l'effet, c'est l'effet de bord observé sur le système, mais il y a l'intention derrière. Vous pouvez avoir un même effet de bord, mais avec des intentions différentes. Donc plusieurs commandes qui déclenchent le même effet avec la même intention vont déclencher le même événement. À l'inverse, une commande qui peut déclencher plusieurs effets différents, vous allez plusieurs effets observables identiques mais avec des intentions différentes, vous allez utiliser soit des événements différents, vous allez encoder l'intention dans le type de l'événement ou alors dans une propriété de celui-ci. Après, dans les cas où vous avez un métier qui est absolument pas clair, vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller, là, pour le coup, on a des approches différentes. Donc à titre personnel, l'approche qu'on va qualifier entre guillemets de classique, que le discours, je pense que vous retrouverez majoritairement, qui est de dire, en fait, si vous n'avez pas de métier, vous ne connaissez pas le cycle de vie, vous ne savez pas trop où vous allez, pas vraiment de logique métier à appliquer à votre concept métier, partez sur un CRUD traditionnel, ça marche très bien. D'ailleurs, dans les logiciels de gestion classique, si on y réfléchit un peu, vous avez un concept métier, on vous propose un formulaire, en fait, on peut identifier 3 phases dans votre cycle de vie. La première, c'est l'étape brouillon,
On vous donne un formulaire, vous le remplissez comme vous voulez, dans n'importe quel ordre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règle de validation, c'est la fête du slip. Et puis à un moment, vous allez cliquer sur un bouton et là, vous allez dire « Ok, là j'ai des validations, j'ai un workflow précis, j'ai des règles métiers précises. » À partir de ce moment-là, le workflow, ça pour le coup, CQRSES, Event Sourcé, ça marche très bien, vous pouvez le faire. Et puis à la fin, vous allez arriver dans un état archive où là, vous voulez peut-être juste être capable d'afficher de la donnée à l'utilisateur, mais il n'y aura plus de modification. Et là, peut-être que vous voulez ressortir de ce process et aller stocker la donnée ailleurs sous une autre forme. Donc ça, c'est peut-être l'idée principale que j'aimerais, moi, à titre personnel, que vous reteniez, c'est que c'est un pattern local et pas global. Et vous pouvez le mixer avec d'autres choses. Si vous choisissez CQRSES, vous le choisissez localement. Vous n'êtes pas obligé de le faire partout de manière systématique. Voilà, et maintenant l'approche que moi je vais nommer l'approche confiante. Donc c'est vrai que moi personnellement je pars directement en event sourcing. Alors comme je disais à quelqu'un ce matin, moi par défaut je prends ma voiture, mais si je vous le conseille de le faire seulement si vous avez le permis. Donc là c'est un peu problème. Si vous voulez partir là-dedans, bien sûr ça nécessite que vous connaissiez déjà très bien le pattern. Donc là, ici, si vous partez directement en event sourcing, au départ, ce que je vous conseille, c'est de faire des événements qui vont être le plus petit possible, de ne pas partir tout de suite sur des gros trucs parce qu'on s'imagine toujours qu'on a cerné le métier, mais en fait, on ne le cerne jamais vraiment. Et contrairement à ce que vous allez beaucoup entendre, si vous vous renseignez dans la littérature, oui, il faut éviter de faire des événements CRUD. Au début, on s'en fout, événements CRUD. Direct. Après, on va pouvoir faire plusieurs types d'événements. Alors ça, c'est ce que disait Romain tout à l'heure. Si les intentions sont différentes, même si ça a le même effet, on fait des événements différents. Ça va beaucoup nous servir. Enfin, moi, ça m'a sauvé les fesses un paquet de fois. Aussi, une erreur dans laquelle je suis tombé, éviter de calquer un événement avec un formulaire entier, surtout s'il y a plus de 10 champs. Donc si c'est un petit formulaire avec 2 champs, bon, il n'y a pas de souci, mais souvent on peut être tenté de faire ça. Et du coup, quand les besoins ils vont émerger, on va être en capacité déjà de renommer nos événements, hein, si vous avez utilisé la stratégie par exemple du mapping. Et on va pouvoir aussi créer des événements beaucoup plus complets. Et moi, le seul truc que je voulais vous faire retenir là-dessus, c'est que vous allez très souvent entendre CQRSES n'est réservé qu'aux très très gros projets complexes. Hein, c'est ce qu'on avait déjà entendu sur TDD, c'est ce qu'on a entendu sur tous les nouveaux trucs. Aujourd'hui, ok, c'est quoi un projet simple ? Moi, je vais vous le dire. Un projet simple, c'est un projet. Je vous parle dans les logiciels de gestion, dont les règles sont dans la tête des utilisateurs. Voilà. Si vous avez juste à présenter des données, que le mec il peut mettre une date n'importe où, n'importe quand, c'est un projet simple. Dès le moment que l'utilisateur il va comprendre que il va pouvoir vous demander de forcer d'avoir des cas et de mettre plein de cas, et voilà, le projet va devenir complexe. Et là, CQRSES va vous sauver les miches. Si je le reformule autrement, en gros, ton expert métier n'est pas capable d'avoir à un instant T l'ensemble des règles métiers en tête, en même temps. Exactement. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Après, il paraît qu'il y en a, ils arrivent à savoir. Donc là, on est encore dans la granularité des événements. Donc, on va parler un petit peu des événements de compensation. Donc, comme le dit Greg Young, hein, le père du pattern, si un jour vous avez un problème avec event sourcing, appelez votre comptable. C'est lui qui sait le mieux le faire que tous. Pourquoi ? Parce que normalement, la philosophie, c'est le passé, c'est le passé. Et si on veut faire une modification, à l'instar de si j'ai émis une mauvaise facture, je ne vais pas les bidouiller la facture. Ça, c'est interdit. Hein. Donc, on va émettre un événement de compensation. Donc, c'est un événement qui va en gros corriger ce qui s'est passé, quoi. Et petit parenthèse aussi sur les snapshots, c'est un sujet que vous allez très souvent entendre. C'est un sujet même très récurrent, mais moi et Romain, on a beau avoir tourné les choses dans tous les sens, on n'a jamais eu besoin, voire on considère que c'est un code smell sur un problème de découpage de stream. Ouais, et alors là-dessus, j'ai une anecdote. Donc, juste pour expliquer pourquoi on considère que c'est un code smell, peut-être quand même. Vous avez un agrégat avec un historique, un stream d'événements. La chose que vous voulez absolument avoir, c'est être capable de dire « Ok, voici le cycle de vie de mon agrégat, voici son début, voici sa fin ». La problématique, c'est que des fois, vous avez des concepts métiers qui peuvent vivre assez longtemps et vous voulez potentiellement... pour simplifier les choses, vous allez chercher à définir des limites un peu plus ou moins arbitraires pour dire « Ok, voici la fin du cycle de vie de l'objet ». Donc moi, j'ai un cas très concret pour expliquer ça. J'ai travaillé chez un client qui a X filiales partout en France. Et eux, leur métier, c'était de racheter des objets à leurs clients et de vendre d'autres objets, des objets précieux en l'occurrence.
Et pour répondre aux problématiques, enfin aux demandes de leurs clients, en fait, ils passaient leur temps, en fait, ces mêmes agences, à s'acheter et de vendre ces objets entre eux. Donc vous pouviez avoir un objet physique dans les stocks de cette entreprise qui passait d'une agence A à une agence B à une agence C. Physiquement, c'était le même objet. D'un point de vue logique, dans notre système, en fait, on avait un objet A avec une identité A. Et au moment où l'agence A le vendait à l'agence B, qu'est-ce qu'on faisait? On disait, OK, objet vendu, terminé. Fin du cycle de vie de cet objet. Il arrivait dans l'agence B, on avait une identité B, objet acheté. Et puis on continuait comme ça. Et juste pour des questions de traçabilité, en fait, quand vous dites objet acheté, dans les propriétés de votre événement, il y a juste une propriété qui dit, en fait, cet objet, je le connaissais déjà, c'était l'identité A. Donc, voilà. Vous pouvez avoir des limites très arbitraires comme ça. Donc là, on vient de traiter la granularité des événements, mais vous savez bien qu'il y a encore d'autres sujets. Et là, normalement, on a aussi l'arborescence des agrégats. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Dans la plupart des cas, quand vous allez faire une commande, en général, une commande, un agrégat, tout se passe bien. Mais dans certains cas, on va en vouloir manipuler plusieurs agrégats. Donc, on va essayer de vous expliquer un peu les stratégies qu'on a identifiées. Donc, la chose à savoir, c'est qu'un agrégat en event sourcing, ça ne se conçoit pas comme un agrégat en DDD traditionnel. C'est-à-dire quand on est en traditionnel, on peut se permettre, en général, ce qu'on appelle un agrégat racine, un agrégat root, qui va contenir plein de sous-objets, des grosses grappes. Et puis, c'est une arborescence, et c'est l'agrégat root qui va, lui, contrôler que tout va bien. Sauf que en event sourcing, nous, on a une notion de stream. Vous savez, les événements qui vont constituer la décision de l'agrégat, le fameux casier judiciaire. Du coup, si on s'amuse à faire un panier avec tous ces articles, les articles avec toutes ces promotions et les promotions avec tous les points de livraison, je vous laisse imaginer quand il faut aller modifier un événement, un élément là-dedans, on va remonter une quantité astronomique d'événements. Donc il faut éviter d'embarquer des sous-objets, mais plutôt mettre des références sur les agrégats. Donc maintenant, comment on traite tout ça? Plusieurs stratégies. Ouais. Alors, pour manipuler plusieurs agrégats pour une même commande, en fait, il y a deux grandes stratégies. La première, c'est la stratégie de l'orchestration. Donc typiquement, ça va se passer au niveau du command handler. La stratégie est toute bête, c'est vous arrivez, vous prenez votre commande, vous chargez tous les agrégats que ça va concerner, vous appliquez les actions sur tous les agrégats, vous récupérez les événements, vous committez. Donc ça a un avantage, c'est que vous avez une notion de transactionnalité. Donc si au milieu de vos X agrégats, il y en a un qui lève une erreur, en fait, vous n'avez pas besoin de compensation. Vous dites juste, OK, je ne commit pas, puis c'est terminé. Et vous avez une logique métier qui est claire, qui est au même endroit. Par contre, vous avez aussi de la complexité au même endroit. Et pour avoir eu des command handlers avec des orchestrations bien complexes, des fois ça peut piquer, je vous le dis. Ça peut aussi avoir en difficulté des problèmes de charge. Vous pouvez charger beaucoup d'objets d'un seul coup. Donc manipuler les streams d'événements, c'est encore plus de données à monter d'une base de données, etc. Et ce n'est pas une stratégie qui est adaptée à des traitements qui peuvent être longs ou asynchrones, parce que c'est bloquant pour l'utilisateur. Donc dans ces cas-là, c'est quelque chose que vous voulez plutôt éviter. L'autre grande stratégie, c'est la stratégie de la chorégraphie. Donc là, l'idée, c'est vous avez une commande que vous lancez sur un agrégat. Cet agrégat, il va lever des événements. Donc vous allez écouter ces événements. Et là, vous allez avoir un event handler qui, lui, va potentiellement lancer une nouvelle commande, qui va appeler un nouvel agrégat, qui va lever un événement, qui va potentiellement appeler un event handler qui va potentiellement lever une nouvelle commande. Et vous avez compris l'idée. Donc ça, vous le répétez tant que votre process métier n'est pas complet. Alors ça, c'est un avantage. Vous écoutez des événements, donc c'est facile de venir ajouter de nouveaux comportements. Vous vous abonnez à un événement, c'est terminé, vous travaillez comme vous voulez. Du coup, vous pouvez découper vos traitements. C'est super pour des traitements longs et asynchrones. Par contre, ça a deux gros inconvénients, à mon sens. Le premier, c'est si vous avez des traitements métiers qui sont complexes, votre traitement métier, il n'est pas décrit à un seul endroit dans votre code, il est éclaté en plein de petits endroits. Donc, suivre la logique, suivre le processus, ça peut être très compliqué à faire. Et une autre problématique, c'est en cas de nécessité de compensation. Donc si au milieu de votre processus, en fait, il y a un agrégat qui dit « Non, en fait, là, il y a une erreur, ce que tu me demandes, c'est invalide », il faut potentiellement compenser toutes les commandes que vous avez fait avant. Donc là, on ne va pas le décrire maintenant, mais vous commencez à vous plonger dans des process, dans des patterns type Saga, Process Manager. Si vous pouvez faire en orchestration à la place, faites en orchestration, vous soulagerez un peu.
Voilà, donc on vient de parler de l'arborescence des agrégats. On va essayer de vous parler du dernier sujet. J'ai 5 minutes, va falloir que je bombarde. Et ben, ce sont les read modèles, les modèles de lecture, la meilleure partie. Et oui, parce que quand on fait un logiciel, on est en loi de Pareto, les 80-20. 80% de votre logiciel est utilisé pour faire de la lecture et 20% de l'écriture. Donc, on va essayer de maximiser cette partie. Donc, l'objectif, c'est quoi? On a des événements, génial. On va à ce qu'on appelle créer des projections. Une projection, c'est quoi? C'est en gros une table ou ce que vous voulez qui va être optimisée pour vos IHM, pour vos API. Et pour que ça fonctionne, il faut que vos projections ne comportent aucune intelligence autre que du mapping. Parce que ce que vous allez être très tenté de faire, c'est quand vous allez recevoir un événement, ah mais il me faudrait un compteur, allez je fais un petit select count en plein milieu, ça passe. Ouais, alors ça, vous allez payer l'erreur cash. Vous allez très vite voir que ça pose des problèmes. Donc ça, il faudra bien le faire en amont. Et surtout, ce qui est génial, c'est que vous allez avoir plusieurs solutions de stockage. Donc vous pouvez stocker dans un SGBD classique, vous pouvez stocker en RAM, moi c'est ma solution privilégiée. Vous pouvez stocker en fichier, en cloud, donc il n'y a aucune limite. Vous n'êtes pas limité par une techno que vous avez choisie il y a 10 ans. Donc par contre, il faut bien prévoir des mécanismes de reconstruction, car comme je l'ai dit au tout début, votre source de vérité, c'est l'event store. Tout le reste, on s'en tape. Donc on doit pouvoir supprimer une table et la recréer à la volée. Donc pour ça, bien sûr, pareil, toujours plusieurs stratégies. On n'a pas trouvé de formule magique, c'est dommage. Mais la première stratégie, donc, c'est celle de la base relationnelle. Donc en fait, on va organiser nos données comme un SGBD traditionnel, on va dire. Alors c'est pas parce que c'est organisé comme dans un SGBD qu'on est obligé d'utiliser un SGBD. On peut parfaitement organiser notre système en RAM sous forme de tables et de tables de jointure, uniquement avec des dictionnaires ou des listes. Ça, c'est pas un souci. Donc l'avantage de tout ça, c'est que on va pas avoir besoin de reconstruire un nouveau modèle quand on va nous demander des nouveaux champs. Ah, ce serait bien de rajouter le nom du client. Ouais, d'accord, pas de problème. Donc en plus, on est dans une approche un peu familière parce que voilà, on est tous habitués à travailler en SQL, des choses comme ça. Par contre, des fois, on peut avoir des données qui vont être complexes à projeter. Je pense à des problèmes hiérarchiques, des plannings. Là, en ce moment, je suis en train justement de travailler sur un planning où j'ai des ateliers qui possèdent des chaînes, qui possèdent des semaines de production, qui possèdent des ordres de fabrication, qui possèdent des visibilités. On passe à 8, enfin, on est à 6 ou 7 niveaux hiérarchiques. Là, je fais un select, c'est même pas la peine. Donc, pour ça, hop! Donc le compromis, en fait, c'est est-ce que ce modèle intermédiaire, il reste adapté à vos besoins de représentation et de performance? Donc tant qu'on est sur un modèle relativement simple, on a une ou deux jointures, ça passe. Par contre, dès que ça commence à devenir un petit peu plus touffu, en général, on va passer à la stratégie de la projection spécialisée. Ouais. Alors là, l'idée, c'est plutôt de raisonner en termes de représentation. En fait, vous avez vos streams d'événements, donc en fait, si on crée des read modèles, déjà, c'est juste parce que c'est pas facile de manipuler les streams d'événements pour afficher de la donnée aux utilisateurs. Et là, la problématique, c'est quelle est la variété de représentation que vous avez. Donc, si vous avez des besoins nouveaux, en fait, à chaque nouveau besoin de représentation de la donnée, vous allez créer un nouveau read modèle. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez avoir des modèles qui vont être spécialisés par représentation de la donnée. Du coup, vous avez des requêtes qui sont hyper faciles et hyper rapides. Vous donnez la clé, vous avez la valeur, et vous n'avez pas besoin de refaire un mapping depuis le modèle que vous avez récupéré vers le modèle que vous voulez servir. Du coup, voilà, vous avez une représentation adaptée pour le consommateur. Par contre, ça peut avoir un inconvénient, c'est que vous pouvez avoir une multiplication rapide du nombre de modèles. Et à chaque fois que vous allez modifier une représentation, vous allez devoir reconstruire votre read modèle. Donc ça, normalement, si vous avez bien mis en place vos mécaniques de reconstruction, ce n'est pas un vrai souci. Mais voilà, il faut le prendre en considération. Du coup, la question, le trade-off qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai des représentations qui sont assez variées et assez distantes entre elles pour justifier plusieurs modèles, maintenir plusieurs modèles. Et ce qui est génial avec tout ça, vu que on est en CQRS et que notre source de données, ce sont des événements, c'est qu'on peut tirer parti des deux mondes. Donc des projections relationnelles quand on veut du souple, des projections spécialisées quand on arrive dans le dur, et on peut avoir vraiment le read model le plus optimisé possible. Ouais. Et alors, dernier point sur ce sujet, et on conclut. Alors, l'eventual consistency, donc ça, c'est un sujet que vous retrouvez pas mal aussi dans la littérature. Donc ça, c'est une capacité que,
offre CQRS, donc c'est de vous dire, vous avez votre côté commande, vous avez persisté votre commande, donc vous avez pris votre décision, et peut-être que vous allez déléguer à plus tard la mise à jour du modèle de lecture. Donc ça, c'est une capacité qu'offre CQRS et CQRS-ES. C'est pas pour autant qu'on considère que c'est une bonne idée en fait d'utiliser cette capacité-là. Pour une raison en fait qui est toute bête, c'est que pour l'utilisateur, avoir un modèle de lecture qui est désynchronisé, ça peut être hyper perturbant. Vous mettez des articles dans votre panier, vous validez votre panier, on vous affiche l'écran suivant, vous ne voyez plus les données que vous venez de sélectionner, les articles que vous venez de sélectionner, vous vous dites ok, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, vous pouvez peut-être juste vous dire, au moment de la commande, tolérer 200 millisecondes de délai de plus pour mettre à jour tout mes read modèles en plus. En vrai, pour l'utilisateur, c'est pas très perturbant. 200 millisecondes, c'est tout juste s'il va s'en rendre compte. Mais par contre, ça va vous éviter de développer tout un tas de mécanismes en termes du X et du Y pour compenser ces potentiels désynchronisations. Et ça, c'est beaucoup de boulot en plus. Donc vous voulez peut-être vous épargner ça. Donc voilà, ça c'était les read modèles. Et puis le mot de la fin. Du coup, voilà, c'était un peu toutes nos heuristiques qui nous semblaient importantes de vous présenter. Donc, déjà, sortez-vous des dogmes. Vous allez voir beaucoup de choses sur Internet. C'est pas parce que c'est écrit que c'est parole d'évangile ou je ne sais quoi. Dites, OK, il y a une idée derrière, comprenez l'idée. Après, voyez aussi vos cas. Vous êtes peut-être dans des contextes spécifiques. Il va peut-être falloir aller un peu au-delà du dogme et adapter la solution. Après, vous voyez, on vous l'a démontré, je pense, pendant tout ce talk. Vous avez toujours à chaque fois plusieurs solutions possibles. Donc voilà, pensez trade-off à chaque fois. Il n'y a pas de solution miracle. À chaque fois, il y a des compromis. Et puis, faites vos expériences, testez des choses nouvelles. Vous rencontrerez sans doute des cas qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on ne rencontrera peut-être jamais. Faites vos expériences, testez. Et c'est tout pour nous. Et on voulait... Comme c'était nos heuristiques, on n'a pas vraiment de littérature à vous proposer, mais on vous propose ces deux articles qui parlent du pattern et qu'on trouve très bien. Merci beaucoup.